Monsieur le conseiller fédéral, monsieur le conseiller d'État, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Je vais aller vite dans les informations que je dois vous donner pour que nous puissions passer au thème de cette conférence de presse. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter, bien sûr, de manière officielle, aux côtés de monsieur le conseiller fédéral. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce podium monsieur le conseiller d'État Carlo Conti, le vice-président de la conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de la santé, monsieur Stefan Spicher, le vice-directeur de l'Office fédéral de la santé publique, ainsi que madame Salomé von Greyerz, responsable de division projet multisectoriel à l'Office fédéral de la santé publique. Avant de passer au thème du jour, donc, vous allez recevoir encore un certain nombre de communiqués cet après-midi. Vous recevrez le communiqué concernant le message concernant l'approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AIL et Hong Kong. Vous recevrez également un communiqué de presse concernant le master plan CleanTech, qui concerne la stratégie de la Confédération en matière d'efficacité des ressources et d'énergie renouvelable. Par ailleurs, il y avait un certain nombre de sujets qui avaient figuré sur la longue liste des préannonces que vous avez reçues hier. Deux de ces sujets ont fait l'objet seulement d'une première discussion. C'est le cas du lancement d'une enquête nationale régulière sur la zone d'ombre de la violence et de la criminalité juvénile. Donc ce sujet sera repris à une prochaine séance du Conseil fédéral. Et puis c'est aussi le cas de l'avis du Conseil fédéral au sujet du rapport du 12 août 2011 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national concernant les initiatives parlementaires, juridiction constitutionnelle, faire en sorte que la Constitution soit applicable par les autorités chargées de mettre en œuvre le droit. Voilà. J'aimerais venir encore très rapidement sur un sujet qui a été discuté une première fois aujourd'hui au Conseil fédéral, c'est le rapport sur la Charte sociale européenne. Le Conseil fédéral menait aussi une première discussion à ce sujet aujourd'hui et sur proposition du département des affaires étrangères, le rapport sera encore complété et donc fera l'objet d'une nouvelle discussion plus tard au Conseil fédéral lorsque ces compléments auront été apportés. J'en ai fini avec les annonces que je devais vous faire. Est-ce que vous avez des questions à propos autrement de la séance qui s'est déroulée aujourd'hui, monsieur? Oui. Hat der Bundesrat sich über die neueste Affäre bei der UBS unterhalten und sieht er allenfalls weiteren Handlungsbedarf in Sachen Bankenregulierung? Hat das einfach zur Kenntnis genommen, aber hat keine Diskussion dazu geführt. D'autres, monsieur Gumi? Le Conseil fédéral a-t-il discuté aujourd'hui du possible règlement du litige fiscal entre la Suisse et les États-Unis? Il a simplement été informé de l'avancée des discussions. Vous savez que des discussions sont conduites actuellement entre la délégation suisse et les États-Unis sur ce thème-là. La base vous est connue également. Il s'agit de ce rapport complémentaire qui a été soumis aux chambres. Mais sur l'avancée des discussions, je ne donne pas ici évidemment d'informations avant que des décisions soient tombées. Oui, monsieur. Hat der Bundesrat heute das Thema einer Anerkennung, also die UNO-Resolution zur Anerkennung von Palästina, darüber gesprochen oder vielleicht einen Entscheid gefällt? Non, il a été informé simplement par le département des affaires étrangères des discussions actuellement en cours à ce sujet au sein de l'ONU, mais il n'y a pas de discussion à ce sujet encore. D'autres questions? Si ce n'est plus le cas, je propose qu'alors qu'on passe au thème du jour, au message et contre-projet direct à l'initiative populaire Oui à la médecine de famille, ainsi qu'à la nouvelle loi fédérale sur le dossier électronique du patient. Monsieur le conseiller fédéral s'exprimera en premier, présentera l'ensemble de ces thèmes. Ensuite, vous sera présenté un petit film qui devrait aussi vous donner une vue d'un projet intéressant à ce sujet. Monsieur le conseiller d'État ensuite s'exprimera et puis on aura l'occasion bien sûr d'ouvrir la discussion pour vos questions. Je passe tout de suite la parole à monsieur le conseiller fédéral. Merci. Mesdames et messieurs, monsieur le vice-président du Conseil d'État de Bâle-Ville, le Conseil fédéral s'est prononcé en effet aujourd'hui sur une série de dossiers de la politique de la santé. J'ai le plaisir de vous en parler en effet avec monsieur Carlo Conti, qui a accepté l'invitation d'être présent à cette conférence de presse. Toutes ces réformes, quelles qu'elles soient pratiquement, elles se font pratiquement toujours en collaboration entre la Confédération et les cantons, avec d'autres partenaires aussi, mais en général entre les cantons et la Confédération. Ça fait parfois quelques étincelles, mais de manière générale, c'est très constructif, c'est aussi très agréable, je dois le dire. Et nous souhaitons encourager ce partenariat et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur votre présence, monsieur Conti, qui est donc membre du comité de pilotage cybersanté, qui est aussi vice-président de la conférence des directeurs, on vient de vous le dire, de la santé dans notre pays. Et il s'exprimera donc tout à l'heure sur le dossier électronique du patient. Ce matin, on a pris en fait des décisions
toute une série dans 4 domaines. On a d'abord ouvert la procédure de consultation concernant cette loi fédérale sur le dossier électronique du patient. On a également pris connaissance des résultats de la consultation sur le contre-projet direct à l'initiative populaire sur la médecine de famille et nous avons transmis le message à ce sujet à l'Assemblée fédérale. Nous avons approuvé un rapport qui est rédigé en réponse à une motion relative à la pénurie de médecins et à l'encouragement de la médecine de premier recours et nous avons enfin pris position sur une initiative parlementaire que nous estimons particulièrement importante qui est relative au TARMED et qui vise à donner une compétence subsidiaire au Conseil fédéral. Les décisions qui ont été prises ce matin sont importantes elles aussi de manière générale parce qu'elles concernent toutes l'avenir de la médecine de famille en particulier, de la médecine de base dans notre pays. Le Conseil fédéral partage les préoccupations des médecins de premier recours qui ont lancé l'initiative relative à la médecine de famille. Nous estimons juste que l'on poursuive le débat que les médecins ont eux-mêmes ouvert avec leur initiative, que l'on poursuit ce débat au niveau de la Constitution. Et c'est pourquoi nous avons adopté un contre-projet direct. Nous avions déjà décidé cela sur le principe. Et malgré les avis mitigés de la consultation, nous avons maintenu le cap. Nous souhaitons ce débat au Parlement sur la vision que l'on a à l'avenir de la médecine de famille et en particulier de la médecine, ou plus généralement plutôt de la médecine de base. Nous partageons les préoccupations des médecins. Nous avons aussi décidé d'agir pour aller à la rencontre d'une série de préoccupations. Nous le faisons de 2 manières. C'est ce débat dont je viens de parler au niveau de la Constitution, mais aussi c'est des mesures plus concrètes, parce que c'est difficile d'être très concret dans un article constitutionnel, mais des mesures plus concrètes, plus à court et moyen terme, parallèlement à ce débat qui va commencer au Parlement sur l'initiative et le contre-projet. Eh bien, nous le faisons également avec une série de mesures, et nous en avons parlé en particulier dans le message. Nous voulons, par le biais du contre-projet adopté ce matin, élargir la vision vers la médecine de base. Donc, c'est plus large, à notre sens, que l'initiative qui, elle, cherche à faire un catalogue qui paraît évidemment plus concret, puis c'est un catalogue dans la Constitution. Nous estimons qu'il faut avoir la vision dans la Constitution et décliner après par des mesures concrètes que l'on peut faire déjà en grande partie sans même le débat constitutionnel. À la différence de l'initiative, le contre-projet ne considère pas la médecine de famille isolément, mais il y voit une composante essentielle d'une médecine de base complète qui est fournie de manière interdisciplinaire et interprofessionnelle. Cette médecine de base doit former un ensemble pluridisciplinaire qui inclut les autres professionnels de la santé, tels que le personnel soignant, les pharmaciens, les physiothérapeutes, les psychologues cliniciens. Évidemment que les médecins de famille jouent un rôle central et essentiel, mais ils jouent un rôle dans un tout. Donc, au fond, nous avons quelque part un peu le même but. Le but, c'est que la médecine de base soit de qualité élevée et qu'elle soit accessible à tous, mais nous avons une vision qui diffère. La vision de l'initiative s'est centrée essentiellement sur les médecins de famille, et la vision du Conseil fédéral, c'est une intégration des compétences pour mieux pouvoir faire face aux vrais défis du système de santé au futur, qui est évidemment lié au vieillissement et lié également à cela les maladies chroniques et la polymorbidité. C'est cette vision-là que nous souhaitons mettre en avant par le fait d'avoir proposé un contre-projet direct. Le contre-projet prévoit que la Confédération et les cantons s'emploient dans leur sphère de compétences. Compte tenu de la consultation, on a clairement décidé de garder les compétences actuelles dans leur sphère de compétences, à promouvoir une médecine de base accessible à tous et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle de la médecine de base et l'encouragent. Et dans ce but, la Confédération légifère sur la formation et sur la formation post-grade, ainsi que sur les conditions d'exercice des professions de la médecine de base, en ancrant dans la loi par la suite après des éléments qui vont toucher précisément à la collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire. Donc, sur la base de cet article constitutionnel, on pourra avoir après une déclinaison dans la législation de cette composante essentielle d'intégration que nous voulons promouvoir. De plus, la Confédération entend renforcer la coordination de la médecine de base. Elle prend des mesures aussi visant à garantir la qualité des prestations et cela est inscrit également
à titre de renforcement dans le cadre de cet article constitutionnel en tant que contre-projet direct. Le contre-projet, à notre sens, prend en compte les attentes de la jeune génération des médecins qui souhaitent dans leur majorité travailler dans des systèmes en réseau. Donc, le débat constitutionnel, ça va maintenant au Parlement. Il y a deux visions, c'est un débat que l'on peut mener, deux visions, encore une fois, qui ne sont pas opposées, mais qui diffèrent, mais évidemment, encore une fois, qui restent relativement peu concrètes parce que c'est un article constitutionnel et c'est pourquoi nous avons prévu d'assortir ce contre-projet direct d'une série de mesures pour répondre à court et moyen terme aux problèmes que rencontrent actuellement les médecins de famille. Ces mesures concernent en particulier précisément la formation et la formation post-grade, la tarification et des allègements administratifs. Ainsi, la Confédération renforce la formation en général et la formation post-grade en particulier en définissant précisément les objectifs de la formation et de la formation post-grade. Le projet de révision de la loi sur les professions médicales est actuellement en consultation. Le titre post-grade fédéral en médecine interne générale est un titre nouveau qui a été créé début de cette année et qui a récemment été accrédité par le département fédéral de l'Intérieur. Donc c'est ce titre-là de médecine interne générale qui réellement est la base maintenant pour la médecine de famille. Cette filière rend obligatoire, et ça c'est un point qui nous paraît très important dans la pratique, un assistanat au cabinet de médecin de 6 mois au minimum, ou même jusqu'à 3 ans au maximum. Il s'agit d'une formation post-grade dans des cabinets de médecins de premier recours et des centres de santé. La plupart des cantons, d'ailleurs, ont mis en route des projets pilotes dans ce domaine de financement de l'assistanat au cabinet de médecins. Et le groupe de travail médecins de premier recours de la Confédération et des cantons a été chargé de suivre et de veiller à l'aboutissement de ces projets qui sont, à notre sens, très importants pour la suite des opérations. La question du financement de la formation continue des médecins fait par ailleurs l'objet, mais de manière plus large encore, de discussions entre cantons et confédérations actuellement. Dans un autre domaine, les services d'urgence ont été réorganisés dans bien des régions en tenant compte des particularismes locaux et afin de décharger les médecins de premier recours. Enfin, la rémunération a fait l'objet de préoccupations, vous le savez bien, de la part des médecins de famille. Sur ce point, les partenaires, en particulier la FMH, Santé Suisse, les hôpitaux et TARMED Suisse, sont en train de négocier une révision globale de la structure de tarification des prestations médicales. Donc le fameux TARMED est l'un des objectifs qui a été discuté avec les partenaires en notre présence récemment. C'est clairement la revalorisation des prestations intellectuelles. Et cela, ça a clairement comme objectif aussi de revaloriser le travail des médecins de famille. Le département fédéral de l'Intérieur attend des partenaires tarifaires des propositions communes. Donc, pendant des années maintenant, ça n'était jamais possible d'avoir des propositions communes. Nous avons obtenu des partenaires qu'ils se rencontrent à nouveau vraiment tous ensemble et qu'ils fassent une proposition commune d'ici à la fin de ce mois pour un concept relatif à la modification du TARMED. Il a décidé, le Conseil fédéral soutient cette démarche, mais il n'exclut pas, si les partenaires n'arrivent pas à s'entendre, de fixer lui-même les tarifs. Et c'est pourquoi nous avons décidé ce matin de soutenir cette initiative parlementaire dont je vous parlais au début, initiative parlementaire qui prévoit de réviser la loi sur l'assurance maladie et qui donnerait une compétence subsidiaire au Conseil fédéral d'intervenir. Ça, c'est un élément que nous rencontrons maintenant à peu près partout dans les réformes. On laisse l'autonomie aux partenaires, mais on a à un moment donné, si les choses ne bougent pas ou se bloquent de manière durable, on doit avoir la possibilité d'intervenir et de prendre des mesures directement par le Conseil fédéral. Et c'est le cas avec cette proposition de l'initiative parlementaire, qui sera d'ailleurs en discussion la semaine prochaine déjà au Conseil national. Le département fédéral de l'Intérieur a révisé en 2008 par ailleurs les tarifs de laboratoire. Les effets de cette décision sont actuellement encore analysés et les analyses de détail arriveront avec les résultats du monitoring à la fin de cette année. Nous pouvons toutefois déjà annoncer que pour l'année 2012, nous allons prolonger le supplément de transition en faveur des laboratoires de cabinet, donc pour les médecins de famille, et nous allons également revoir le fond même de cette révision du tarif des analyses.
La charge administrative des médecins, encore un point qui est important, je prends brièvement ici, devrait enfin être réduite. Nous avons cette semaine au Parlement, le Conseil national a voté 3 initiatives parlementaires qui allaient dans le même sens, qui visaient à améliorer les choses et en particulier à régler la problématique du contrôle de l'économicité des prestations des médecins. Et ça, c'est un point très important. Ça sera fait en concertation entre les partenaires, les médecins et les assureurs. Et si ça ne marchait pas, eh bien, au bout de 12 mois, dans le cas présent, le Conseil fédéral pourrait trancher. Ça va un peu dans le même sens que ce que je vous disais tout à l'heure. Le Conseil fédéral suit avec attention l'évolution de la démographie médicale en Suisse. C'est pourquoi aussi, en réponse à une motion de la conseillère nationale Jacqueline Fer, qui demande au gouvernement d'élaborer une stratégie pour lutter contre la pénurie de médecins et encourager la médecine de premier recours, il a élaboré un rapport qui a été adopté ce matin par le Conseil fédéral. Ce rapport confirme d'abord qu'il n'existe actuellement pas de pénurie de médecins. Donc actuellement, on n'est pas en situation de pénurie, mais on ne peut pas en déduire qu'il n'y a rien à faire dans ce domaine, pas du tout. En effet, si la situation est bonne de manière générale dans le pays, c'est avant tout en raison du grand nombre de personnes étrangères qui viennent pratiquer la médecine en Suisse. En 2010, plus de 40% des autorisations cantonales d'exercer en cabinet ont été délivrées à des médecins qui ont été formés à l'étranger. Cette situation n'est pas saine, elle est même très problématique pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'évidemment, cette source de force dans notre pays qui vient de l'extérieur pourrait une fois se tarir, partiellement ou totalement, mais en tout cas partiellement, ce qui poserait des problèmes stratégiques importants. Et toujours au plan stratégique, la plus grande des problématiques vient du fait qu'évidemment, il y a une pression mondiale contre une telle migration des compétences vers seulement certains pays, avec les problèmes dans des pays qui manquent dramatiquement de compétences et de personnel de santé. Et cela, nous nous sommes engagés dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé à faire en sorte que cette difficile situation s'améliore, en tout cas ne se péjore pas ces prochaines années. Le Conseil fédéral souhaite donc qu'à moyen terme, plus de médecins soient formés en Suisse. En 2010, nos facultés pouvaient former jusqu'à 850 nouveaux médecins chaque année. Le rapport estime qu'il en faudrait annuellement 1200 à 1300. Donc une augmentation environ de 50%. On est actuellement en gros à 850 personnes par année qui sont formées. Il en faudrait encore une fois à peu près la moitié, enfin 50% de plus. L'augmentation du nombre de médecins doit toutefois se faire sans que la qualité soit mise en cause. Il ne serait pas rationnel ni possible d'accepter chaque année tous les 3 000 ou 4 000 candidats qui se présentent aux examens d'aptitude. Donc en Suisse, on n'a vraiment pas un problème de recrutement en soi. On a vraiment beaucoup de gens qui veulent faire la médecine, mais pas assez qui sont réellement formés jusqu'à la fin de leurs études. Il serait contre-productif de renoncer au numerus clausus dans ce domaine, selon le Conseil fédéral. La formation d'un médecin coûte cher et il faut sélectionner les étudiants qui donnent un maximum de certitude d'arriver au terme de leurs études. Dans les universités qui connaissent ce système de sélection, le taux de réussite des étudiants se situe entre 80 et 90%, contre 50% à peine dans les universités qui ne pratiquent pas le numerus clausus. Donc ce n'est pas la solution. Donc, nous avons parlé essentiellement des médecins de famille et de la médecine de base, mais nous avons aussi parlé de la cybersanté, qui est d'ailleurs liée à cela également. Et nous avons ouvert la procédure de consultation concernant l'avant-projet de cette loi sur le dossier électronique du patient. C'est un projet de longue haleine, très important, qui s'inscrit dans notre stratégie de santé, la stratégie de santé que je vous ai montrée à plusieurs reprises, que nous avions mis sur pied. Et dans cette stratégie, il y a un objectif général qui est de mieux soigner et mieux prévenir pour augmenter l'efficience et donc pouvoir mieux, à terme, en tant que conséquence, maîtriser l'évolution des coûts. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Il s'agit aussi de mieux soigner, de mieux prévenir, d'augmenter l'efficience avec les réformes dans le domaine de la cybersanté. C'est donc une des réformes à moyen et long terme que nous avons envisagé dans le cadre de cette stratégie qui est à disposition sur le site Internet du département. L'objectif est de mettre les progrès en matière électronique au service du patient et des professionnels de la santé. L'avant-projet soumis aujourd'hui à consultation est né des recommandations d'un groupe d'experts cybersanté mandaté par le département fédéral de l'Intérieur et la conférence des directeurs cantonaux de la santé. Les avantages d'un dossier électronique du patient sont multiples. Permettra premièrement de développer la sécurité du patient
et deuxièmement, d'améliorer la coordination de l'information entre les professionnels de la santé. Le recours aux technologies de l'information et de la communication facilitera l'échange d'informations utiles pour le traitement des patients entre les professionnels de la santé. Et ce qui est fondamental, c'est que le patient reste toujours aux commandes du système. C'est lui qui décide qui a accès à quelles données médicales le concernant. L'utilisation de ce dossier électronique permet par exemple aussi d'éviter la répétition inutile d'examens, permet aussi de limiter les risques d'erreurs médicales, et ça c'est un point très important à notre sens, et ça permet aussi d'intervenir plus rapidement en cas d'urgence. Plusieurs cantons, dont celui de Bâle-Ville de M. Conti, ont déjà accumulé de nombreuses expériences dans le domaine. Les cantons de Genève aussi, du Tessin aussi, sauf erreur également, sont fortement impliqués dans ce dossier. Genève, à travers un projet très intéressant qui s'appelle Itoile. Ce projet pilote est mené dans 4 communes genevoises et fera l'objet d'une évaluation l'an prochain. Pour expliquer au grand public ce qu'est un dossier électronique du patient, les autorités genevoises ont fait réaliser un bref film qui explique de manière simple les avantages d'une telle solution. On va vous en montrer maintenant un petit extrait, mais je devais vous dire ce qu'on ne voit pas et je ne trouve plus la feuille qui m'a été donnée. Alors, est-ce que tu peux expliquer en gros, Jean-Marc, le début du film qu'on ne verra pas? On peut mettre un petit extrait de 2 minutes de ce film fait par les Genevois, qui est en 2 langues, on va vous présenter en allemand. Il faut simplement savoir que c'est un monsieur qui a un malaise dans la rue, qui se rend lui-même à l'hôpital. Il est accueilli à son arrivée à l'hôpital, il a la peine à s'exprimer, on lui extrait un petit carte électronique du patient, et puis le reste, ça se passe de commencer. Voilà, c'est cela. Herbeigerufene Notärztin vermutet einen akuten Herzmuskelinfarkt. Der Kurvenverlauf im Elektrokardiogramm verunsichert sie. Ob der Patient schon mal ein EKG gemacht hat? Sie beschließt, das elektronische Dossier von Herrn Barnard zu konsultieren. Angesichts des besorgniserregenden Zustands des Patienten benutzt sie den für Notfälle vorgesehenen Zugang. Nach einigen Sekunden findet sie die gesuchten Informationen und kann ein vor kurzem erstelltes EKG mit dem aktuellen vergleichen. Da bei einem akuten Infarkt eine Thrombolyse vorgenommen werden sollte, möchte die Ärztin das entsprechende Medikament verschreiben. Vorher muss sie sich aber vergewissern, ob allfällige Kontraindikationen bestehen. Im Patientendossier findet sie eine entscheidende Information. Herr Barnard hat vor 2 Monaten eine Hirnblutung erlitten, was die Behandlung des Infarkts mit einem Thrombolysemedikament unmöglich macht. Glücklicherweise gibt es noch andere Behandlungsmöglichkeiten. Das Kardiologie-Team kann sich sofort um den Patienten kümmern und die Erweiterung der verstopften Koronararterie in die Wege leiten, die den Infarkt verursacht hat. Einige Zeit später, der Patient fühlt sich viel besser. Die Krise ist überwunden und er kann nach Hause gehen. Die Ärztin gibt ihm noch wichtige Anweisungen. Mit Hilfe ihrer eigenen Karte und der des Patienten schaltet sie sich in das Netz eToll ein. Nun stellt sie das Rezept sowie einen Schein für die Rehabilitation aus, welche Herr Barnard in einem darauf spezialisierten Zentrum absolvieren wird. Dann wählt sie alle Dokumente aus, die auf dem Netz eToll erscheinen sollen. Herr Barnards Vertrauensarzt wird automatisch via E-Mail über die Notfallbehandlung informiert und erhält die Meldung, dass auf dem geschützten Netz Dokumente für ihn verfügbar sind. Der beratende Arzt der Krankenkasse, der via E-Mail für die Übernahme der Kosten angefragt wird, kann seine Entscheidung sofort mitteilen. Herr Barnard begibt sich zu seiner Apotheke. Mit Hilfe ihrer eigenen eToll-Karte und jener des Patienten erhält die Apothekerin online Zugriff auf das Rezept, das im elektronischen Patientendossier gespeichert ist. Die Apothekerin prüft die Kompatibilität des Rezepts mit den Medikamenten, die der Patient früher bezogen hat, registriert das Rezept und überreicht Herrn Barnard die Medikamente. Herr Barnard kann nun nach Hause gehen. Wir befinden uns beim Vertrauensarzt von Herrn Barnard. Das Zugangsjournal eToll wird aktualisiert. Der Vertrauensarzt hilft seinem Patienten, das Dossier in aller Ruhe zu konsultieren.
Der Patient kann das Notfallprozedere, eingestangene Scheiben, das den Zugang zu seinem Dossier möglich machte, nachträglich autorisieren. Dank der Spitzentechnologie von eToile haben Ärzte und Pflegepersonal schnellen Zugriff auf wichtige aktuelle Informationen, wie im hier vorgestellten Fall, als beim Verdacht auf Herzinfarkt eine frühere Elektrokardiographie konsultiert werden konnte. Das Zentrum des Netzes eToile und seine Infrastrukturen werden außerdem die Zusammenschaltung der Netze ermöglichen, die auf nationaler Ebene aktiv sind. Damit ist gewährleistet, dass autorisierte Personen unabhängig von ihrem Standort Zugriff auf medizinische Daten erhalten. Voilà. La musique s'arrête aussi. Voilà. Monsieur Conti. Alors, Monsieur Conti, vous avez la parole. Herr Bundesrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr Schmunzeln an einzelnen Stellen zeigt, wie diese Reaktionen auf diese einzelnen Behandlungen sind. Die Botschaft, die aber dahinter steckt, ist eine einzige. Es geht letztlich um die Interoperabilität dieser unterschiedlichen Leistungserbringer. Das ist eigentlich das große Ziel. Wie weiß der Hausarzt, der die Nachbehandlungen dann macht, wenn ein Patient aus dem Spital entlassen ist, was gemacht wurde im Spital, welche Behandlungen er jetzt vornehmen muss, um eine optimale weitere Betreuung seines Patienten zu gewährleisten. Und ich kann Ihnen sagen, diese Schnittstellen sind nicht gut in unserem System. Sie sind nicht gut im Sinne einer Qualitätssicherung und sie sind nicht gut im Sinne einer Kostenoptimierung. Es werden dann nochmals zusätzliche Behandlungen angeordnet, es werden nochmals zusätzliche Untersuchungen gemacht, möglicherweise schlicht und einfach deshalb, weil der eine Leistungserbringer in dieser Kette gar nicht weiß, was der vorherige gemacht hat. Es wird vergessen zu informieren. Wenn es vergessen wird zu informieren, wird dann entsprechend auch vielleicht ein Fehler gemacht. Ich habe gerne die Aufgabe übernommen, Ihnen etwas zu schildern, wie man ein solches Pilotprojekt aufbauen kann, neben dem Beispiel aus dem Kanton Genf, das Sie soeben gesehen haben. Wir haben ja gemeinsam, Bund und Kantone, Herr Bundesrat hat es vorhin gesagt, einen gemeinsamen Steuerungsausschuss gemacht und in diesem Steuerungsausschuss wurde zunächst einmal eine schweizweit einheitliche, die Fachleute sagen dem, IT-Architektur definiert. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn es um die Interoperabilität geht, dann müssen die Autobahnen, diese Datenautobahnen natürlich so geschaltet und konstruiert sein, dass man überhaupt untereinander kommunizieren kann. Also es wäre sinnlos, in den Kantonen 26 unterschiedliche IT-Infrastruktursysteme zu entwickeln, weil sie dann nachher nicht miteinander reden können. Also es braucht eine Grundlage und auf dieser Grundlage müssen dann die einzelnen Pilotversuche erarbeitet werden. Und dieses Gesetz, das jetzt in die Vernehmlassung geht, schafft eben diese Grundlage, schafft eben auch diese Verbindlichkeit, schafft auch die datenschutzmäßige Verbindlichkeit für die Verwendung der AHV-Nummer, damit eben auch diesbezüglich Klarheit herrscht. In Basel-Stadt sind wir das erste Mal darauf gestoßen, als wir bei der Euro 08 das Problem hatten, Leistungen bereitzustellen für medizinische Leistungen, spitalmäßige Leistungen, die eigentlich die Kapazität unseres eigenen Angebotes sprengten, weil sehr viele Leute im Raum waren. Und da haben wir mit unseren deutschen Kollegen im Rahmen unseres grenzüberschreitenden Pilotprojekts für die Gesundheitsversorgung auf einem deutschen System basierend erste Erfahrungen gesammelt. Erste Erfahrungen auch deshalb, weil es bereits bestehende Verbindungen gibt, zwar isolierte, einzelne, aber es gibt sie, zum Beispiel das Kreiskrankenhaus in Lörrach, es ist ein einfaches Grundversorgungsspital, bezieht über Telemedizin pathologische Befunde, pathologische Leistungen, also bei entsprechenden Operationen wird telemedizinisch ein Befund vom Institut für Pathologie des Universitätsspitals Basel den Kollegen übermittelt. Darauf aufbauend haben wir dann versucht, eine Grundlage zu definieren. Und wir haben begonnen zunächst zwischen dem Universitätsspital Basel und dann dem Kantonsspital Bruderholz im Kanton Basel-Land.
Das wurde dann erweitert, indem jetzt in verschiedenen Teilbereichen, noch nicht überall zu 100%, sich auch die Privatspitäler angeschlossen haben und, das ist natürlich sehr wichtig für uns, auch einige Hausärztinnen und Hausärzte, die sich in das System hineinbegeben haben. Wir testen das zurzeit vor allem im Bereich der Radiologie, also im Austausch von radiologischen Bildgebungen und im Bereich von Laborbefunden. Für den effektiven Austausch eines elektronischen Patientendossiers haben wir noch keine gesetzliche Grundlage. Das sind wir jetzt am Erarbeiten. Also ich will damit nochmals unterstreichen, es sind punktuelle Austauschsysteme zwischen zwei Leistungserbringern. Und was wir eigentlich bräuchten, um eine Optimierung zu erreichen, wäre eben eine wechselseitige, komplette Interoperabilität. Ich weiß, ich möchte das auch sehr gern betonen, es ist natürlich immer wieder die Sorge dabei, bei den einzelnen Patientinnen und Patienten, was passiert dann wirklich mit meinen Daten? Werden diese Daten irgendwo auf einem zentralen Server gespeichert? Das ist nicht das System, das angelegt ist in dieser IT-Infrastruktur. Die Infrastruktur ist so angelegt, dass ein Austausch zwischen den Daten möglich ist. Aber damit ein solcher Austausch künftig auch wirklich möglich sein sollte, müssten natürlich Patientenakten oder Krankengeschichten eben nicht handschriftlich verfasst werden, sondern sie müssen in einem bestimmten System nach bestimmten Vorgaben eingefügt werden. Diese Testläufe, die wir jetzt machen, sind sehr positiv. Sie zeigen, dass man da rasch Zugriff haben kann. Sie zeigen auch, dass da für den Leistungserbringer auch Vorteile entstehen. Sie haben es im Film gesehen. Gibt es irgendwelche Inkompatibilitäten für bestimmte Produkte bei diesem Patienten, der notfallmäßig behandelt werden muss oder nicht? Und im Bereich der Laborbefunde ist die Erwartungshaltung, dass eigentlich hier auch Kosten für unnötige doppelte Befunde gespart werden könnten. Meine Damen und Herren, die Kantone sind sehr erfreut über den Entwurf zu diesem elektronischen Patientendossiergesetz. Ich glaube, es braucht eine nationale gesetzliche Grundlage. Das ist für die Kantone unbestritten. Der Grund ist relativ einfach. Ich habe ihn einleitend erwähnt. Heute, glaube ich, muss man auch und darf man auch davon ausgehen, dass die Mobilität in der Schweiz so groß ist, dass diese 26 kleinräumigen Lösungen nicht im Sinne des Patientennutzens sind. Also braucht es eine übergeordnete Gesetzgebung, die dann diesen Rahmen wirklich schafft, indem man auf einer gültigen gesetzlichen Grundlage diese weitere Entwicklung machen kann. Wie stellen wir uns das vor? Wir wissen, es braucht einige Zeit, bis dieses Gesetz durch die Vernehmlassung ist, bis auch dann am Schluss die bereinigte Version in die Parlamente kommt, in die beiden Kammern, und bis es dann in Kraft gesetzt wird. Und wir möchten eigentlich parallel dazu immer gestützt auf diese so definierte schweizweite IT-Infrastruktur bereits solche Modellversuche in verschiedenen Gegenden, in verschiedenen Kantonen im Sinne von regionalen Versuchen, nicht von kantonalen Versuchen, weiter vorantreiben und so auch Erfahrungen sammeln, um zu zeigen, wo eben auch ein Patientennutzen möglich ist und wo eben auch Reduktion von Doppelspurigkeiten erreicht werden können. Ich habe eines noch vergessen, das ich noch ergänzen möchte. Dieses System, ich habe vorhin die Laborbefunde genannt und auch die Radiologie. Es ist auch bereits eingeschlossen, die Austrittsberichte. Eben das ist dann vor allem an der Schnittstelle zwischen dem Spital und dem nachbehandelnden Hausarzt oder Hausärztin natürlich von zentraler Bedeutung. Die Diskussion über die Datenaspekte, Datenschutzaspekte muss natürlich parallel vorangetrieben werden. Und da gilt natürlich der Grundsatz, aber das ist im Gesetzesentwurf auch so enthalten, der Grundsatz der Freiwilligkeit für die Patientinnen und Patienten. Sie können selber entscheiden, ob sie ihre Daten überhaupt in dieses System einsehbar machen wollen oder nicht, währenddem wir natürlich von Seiten der Spitäler, und zwar aller Spitäler, die auf den Spitallisten sind, der Kantone, im Sinne einer Produktivitätssteigerung und Kostenoptimierung
natürlich gerne erwarten, dass es dort eben eine Verpflichtung ist, weil die Datenschutzproblematik stellt sich auf der Seite der Patientinnen und Patienten und nicht auf der Seite des einzelnen behandelnden Arztes oder der einzelnen behandelnden Ärztin. Wir freuen uns auf diese weitere strukturierte Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen und sind überzeugt, dass im Bereich des E-Health und der strukturierten Weiterentwicklung des E-Health einiges an Produktivitätssteigerungen möglich ist, ohne die Qualität der Versorgung in unserem Land zu verschlechtern. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Nous pouvons ouvrir maintenant la discussion et passer à vos questions. Qui souhaite se lancer en premier? Oui, Madame Alex Herman. En consultation, c'est sur le compte-projet à l'initiative. En compte-projet, les partis ont tous un peu mis les pieds au mur. Quelle chance vous pensez qu'a le projet maintenant que vous l'avez remanié? Et puis, qu'est-ce qui, dans les changements que vous avez faits, vous fait penser qu'il aura plus de chance? Quel changement? Alors, il a des chances énormes de lancer la discussion, en tout cas. Je vous le redis encore une fois, le Conseil fédéral a clairement la vision suivante. Nous devons montrer que la problématique des médecins de famille et de manière générale de la médecine de base est vraiment très importante dans ce pays et deviendra encore plus importante ces prochaines années. L'initiative ne peut pas être acceptée. Le contre-projet se limite évidemment avec lui-même des problèmes de compétences. Dès le moment où on ne veut pas commencer à bouger les compétences entre cantons et confédérations en particulier, c'est assez difficile de trouver une solution qui soit tout de suite concrète. Donc, nous avons décidé à la suite de la consultation où il y a des très favorables, pas dans la politique, les partis politiques sont soit pour l'initiative, soit contre tout, pour le moment. Mais après, il y aura le débat et les choses bougeront un peu. Alors, comment elles bougeront exactement, vous le verrez, et ce sera un autre épisode. Sinon, on vous fait un petit film pour vous l'expliquer, mais il n'y aura pas la même musique. En tous les cas, ce que nous avons vu, c'est qu'il y avait vraiment un accueil assez fort positivement des professions qui veulent participer à ces réseaux de manière générale. Donc, on voit vraiment une volonté dans ce domaine-là. Et puis, une méfiance de la part évidemment des médecins de famille qui souhaitaient qu'on reprenne davantage d'éléments et qu'on leur montre notre volonté de faire quelque chose de concret. Et c'est pourquoi le Conseil fédéral a développé ce deuxième pilier, qui sont les mesures concrètes qui n'attendent pas le débat constitutionnel. Pour le reste, encore une fois, je crois qu'il est important, et le Conseil fédéral y tient vraiment, à ce qu'on discute de la vision qu'on veut à l'avenir. Pour être très simple, nous sommes convaincus qu'il faut aider les médecins de famille, mais nous sommes convaincus aussi qu'il faut les aider à évoluer et pas à maintenir des structures. Et les derniers contacts et discussions que j'ai eus avec eux me montrent qu'ils le comprennent aussi très bien. C'est-à-dire qu'eux souhaitent clairement un appui, mais sont aussi conscients que le métier évolue et que les pratiques médicales d'aujourd'hui et de demain ne sont plus celles exactement du passé. Est-il d'autres questions? Oui, monsieur. J'ai une question concernant le dossier électronique. Veuillez Pas tout appuyer. à fait. Excusez-moi. Donc j'ai une question concernant le dossier électronique. J'ai pas tout à fait compris comment l'interopérabilité s'opère justement, parce que donc on a des cantons qui ont chacun, si j'ai bien compris, leur système, Bâle, Genève. Est-ce qu'il y a déjà une architecture mère commune, ou est-ce qu'il y a quelqu'un au bout d'un moment après les essais qui dit on va prendre ce système et c'est celui-là qui s'appliquera au niveau national? Oui, la réponse est oui. Il y a une architecture commune, c'est défini et c'est nécessaire de homologuer un projet régional de pilotage dans notre système national. C'est ça que je viens de dire. Autrement, vous ne pourrez pas avoir vraiment un échange des informations. Alors, cette architecture est définie et pour avoir un projet de pilotage qui aura aussi des bénéfices, disons, monétaires, c'est nécessaire que le groupe pilotage national, l'infrastructure nationale et l'idée nationale se sera involvée et acceptée comme base. Il n'y a plus de discussion sur ça. C'est une des raisons aussi qu'il faut faire une loi fédérale. Donc, c'est évident que, comme l'a dit M. Conti, qu'on est là dans un domaine dans lequel
Maintenant, il faut dépasser les projets pilotes. On a besoin d'un cadre national, d'un cadre fédéral pour ce qui est de la législation. D'autres questions? Oui, Monsieur Friedli. Ja, ich hätte eine Frage noch zur Ausbildung der Ärzte. Sie haben gesagt, man müsste in der Schweiz mehr Ärzte ausbilden, aber ich habe, glaube ich, nicht gehört, dass Sie gesagt haben, wie man das tun soll. Jetzt ist das eine simple Empfehlung an die Kantone oder bereiten Sie vom Bund her selber auch Maßnahmen dazu vor? Also wir haben sogar diese Debatte schon diese Woche gemacht vor dem Ständerat wegen einer Motion. Und es war eine Motion, wo es dann die Kompetenzen vielleicht etwas in Richtung Bundesrat und Bund gehen würden, weil sie sind total bei den Kantonen zurzeit. Und der Nationalrat hatte die Motion angenommen und der Bundesrat, und das war eine große Überraschung auch für die Kantone, hatte die Motion unterstützt. Und im Ständerat war die Kommission total dagegen, 9:0. Sie hat gesagt, Kompetenz Kantone, Punkt. Und dann wurde die Debatte viel offener im Plenum. Und am Schluss war es 18 gegen 15 gegen die Motion. Aber das war ein klares Zeichen, dass man sieht da die Ausbildung der Ärzte als eine nationale Aufgabe. Ich habe nicht gesagt eine Bundesaufgabe, aber eine nationale Aufgabe immer mehr, weil 50% mehr als jetzt, das wird nicht so einfach erreicht. Das ist eine sehr große Anstrengung. Sehr große Anstrengungen werden gemacht, wenn wir das erreichen wollen. Und die Plattform Bund-Kanton über die Ausbildung der Ärzte diskutiert über diese Themen. Und die Kantone haben schon Anstrengungen gemacht. Also sie haben in den letzten 10 Jahren, glaube ich, ungefähr 15% mehr Plätze. Aber das kann vielleicht Herr Spischer oder Herr Conti bestätigen. Und es geht langsam vorwärts, aber wir denken, es braucht noch Anstrengungen. Mit der Entscheidung jetzt des Ständerats ist es klar, dass die Kompetenzen sich nicht bewegen werden in Richtung Bund, aber der Bund muss alles machen, was er kann, um die Kantone zu unterstützen in dieser sehr wichtigen und von uns aus nationalen Aufgabe. Vielleicht kann ich da noch ergänzen, wir diskutieren das auch innerhalb der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Wir teilen die Einschätzung des Bundesrates, dass hier strukturierte gemeinsame Maßnahmen nötig sind. Wir denken zurzeit auch laut darüber nach, wie es denn gelingen könnte, die Spezialisierung dann auch in einer Art und Weise zu steuern. Also das eine ist ja die Ausbildung, Lehre und Forschung an den Spitälern durch die Universitäten finanziert, abgeschlossen mit dem Staatsexamen. Das andere ist dann die Weiterbildung an den Spitälern und da stellen wir einfach fest, dass von vielen Studienbeginnern, die mit der Vorstellung, den klassischen Hausarztberuf zu ergreifen, starten, dass viele dieser Leute sich dann mit der Zeit doch anders besinnen und Spezialisten werden möchten. Und uns schwebt eigentlich vor, darüber auch nachdenken zu können, ob es denn nicht möglich wäre, mehr Studienplätze bereitzustellen, die aber irgendwie verbunden sind mit der Verpflichtung, dass aus diesen zusätzlich ausgebildeten jungen Leuten dann tatsächlich auch mehr Grundversorger aus dem System herauskommen. Wir brauchen nicht zusätzliche 100 Schönheitschirurgen. Was wir brauchen, sind Hausärztinnen und Hausärzte, die eben in diesem System zentral die Aufgabe übernehmen, weil wir stellen mit Sorge fest, wie eigentlich gerade diese Grundversorgung in den Kantonen als je schwieriger wird. Der Zug in die Spitalambulatorien ist zu groß und nicht nötig, weil dort weniger gesamthaft, also im französischen Ausdruck ist er viel präziser, Médecin de Famille zeigt eben, dass es um weitere Aspekte darum herum geht. Und wir sind deshalb auch so in Sorge, wie lange es wirklich geht, bis die eidgenössischen Räte in der Lage sind, endlich die Managed Care Vorlage zu verabschieden. Das habe ich nicht selbst gesagt. Y a-t-il encore une question? Aber ich gebe schon meine Meinung, wenn es gefragt wird. Also gut. Ce n'est plus le cas. Merci. Bon après-midi. Merci.